Cette semaine, en manchette, crise forestière, une deuxième rencontre avec la population avait lieu vendredi. On évoque une date de réouverture pour la scierie Béarn. Entrevue avec le porte-parole en matière d'agriculture et des forêts du Parti libéral du Québec, André Fortin. Le bureau de centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue change officiellement de nom. On a inauguré la nouvelle plaque qu'on peut maintenant voir devant l'édifice Luc Bergeron. Avancement dans le dossier du nouveau skatepark de Ville-Marie. On pourra voir le produit final cet été. Ici William Maillé, bienvenue à votre Info Témis du 19 juin. Mais vers le 23 septembre, l'usine de Béarn va redémarrer. Ici, l'environnement il est tellement plus complexe que ça prend des solutions qui sont élaborées régionalement, localement, par des gens qui comprennent la réalité d'ici. Comment il a mis au cœur de sa vie l'éducation, entre autres. C'est sûr, le Témiscamingue, il a toujours eu le tatouage sur le cœur. L'éducation, c'était son bébé, on va dire. Le skatepark ressortait beaucoup dans nos infrastructures qui étaient les plus utilisées. Puis de toute façon, on le voyait, là, il y avait des gens, des jeunes du matin au soir qui ridaient là. Bonjour, mesdames, messieurs. Vendredi dernier avait lieu la deuxième rencontre de la MRC avec la population sur la crise forestière à Béarn. Des précisions ont été apportées sur les prochains développements et l'avenir des usines de Témiscamingue et de Béarn. Pour l'usine de Béarn, elle réouvrira ses portes à la fin septembre. Nous étions sur place et voici plus de détails. On s'est fait porteur de bonnes nouvelles lors de la réunion de la MRC au sujet de la crise forestière. Avec la population témiscamienne et certains élus municipaux qui étaient présents, on a évoqué des développements et des précisions sur la situation des usines de Témiscamingue et de Béarn. Le directeur général des opérations chez Chantier Chibougamau au Témiscamingue, Daniel Bourgault, a notamment évoqué une date de réouverture pour l'usine de Béarn. Nos enlignements actuels, c'est qu'on va tout faire pour redémarrer les opérations de siège de l'usine de Béarn à la fin de l'été. On parle autour du 21-23 septembre. À date, c'est ce qui est travaillé. Pour un paquet de bonnes raisons. On n'est pas encore capable de se commettre sur la durée du redémarrage, mais on travaille sur plusieurs plans parallèles pour être capable d'être le plus soutenable possible. Entre ce qu'on était capable de faire à Béarn et ce qu'on avait besoin de faire pour demeurer rentable, il y avait un très gros écart. Fait que la solution logique était de mettre sur pause Béarn le temps que les choses se placent, se stabilisent un petit peu. Les choses ne sont pas nécessairement encore stabilisées, mais pour être capable de mitiger puis de faire une bonne gestion de tous les différents intrants, bien, la décision a été prise de redémarrer tout le moins temporairement Béarn. Ce que j'ai surtout dit et ce qui est très important à retenir, c'est que l'usine de Béarn n'est pas à fermer de façon définitive. Elle n'est pas à vendre. Pour ce qui est de l'usine Ryam à Témiscamingue, la préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, a partagé les informations qu'elle a reçues lors de sa rencontre avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Le complexe Ryam à Témiscamingue, pour lui, c'est un complexe d'avenir. Ça fait partie des plans d'avenir du Québec. Au départ, Ryam ne voulait pas vendre l'usine de CHP, de cellulose haute pureté. Maintenant, il y a eu des interventions qui ont été faites. Maintenant, tout le complexe, les 3 usines sont à vendre. Les 2 usines de Temsel-Tembourne sont rentables. Elles le sont actuellement. Elles ne fermeront pas. Et ça, c'est le ministre Fitzgibbon qui en a obtenu la garantie de la compagnie américaine. Pour l'usine de CHP, la compagnie voulait la conserver et la mettre en dormance, au cas où, dans les 5 prochaines années, il en aurait besoin. Et là, l'information, c'est qu'elle sera à vendre. Je termine sur Commonwealth Plywood. Le ministre ne s'est pas engagé sur cette usine-là, mais il est très conscient que les usines qui ont des spécifications, des spécificités, comme Commonwealth Plywood, comme LVL Global, c'est précieux. C'est précieux parce que c'est des usines qui sont en dessous des radars souvent, mais qui amènent une plus-value importante sur la ressource forestière. La fermeture qu'on vit présentement à Belle-Terre est également plus inquiétante que ce que l'usine a pu vivre précédemment. À l'usine Commonwealth Plywood, on dépend malheureusement de la situation dans les usines de Témiscamingue et de Béarn. Sans les 2 autres usines, Belle-Terre ne peut être rentable. Nous autres, c'est du feuillu de qualité, c'est du déroulage. Si la pâte n'est pas
vendu et pas consommé, le sillage n'est pas consommé, le déroulage, il ne sera pas là. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est le déroulage, c'est le coût le plus cher pour aller chercher le bois en forêt. Parce qu'il faut vraiment être capable de vendre le restant des matières. Fait qu'il faut absolument que Témiscamingue fonctionne, à tout le moins. Puis ensuite, Béarn, pour tes opérations forestières au Témiscamingue, soit plus payantes pour la région. Ce qui est inquiétant, c'est que tous nos spécialistes, toutes nos spécialités, nos manœuvres se retrouvent de l'emploi à l'extérieur et ne reviennent pas. Donc, ça met un peu l'usine en péril. Qu'on est quand même une mono-industrielle à Belle-Terre, tout comme Témiscamingue. Donc, il ne faut pas que ça ferme. Les entreprises qui gravitent dans le domaine forestier ont pris eux aussi un dur coup. On note notamment le besoin de prioriser les compagnies d'ici lors des soumissions. L'imprévisibilité avec l'obtention des contrats empêche les entreprises d'avoir une bonne idée de leur charge de travail pour l'année. Ça ôte beaucoup de chance à tous les entrepreneurs d'ici de soumissionner sur ces travaux-là parce que c'est des travaux qui sont très coûteux. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir soumissionner là-dessus. Puis aussi, c'est pas garanti. Tu vas faire ta soumission, tu n'oses pas t'équiper pour pouvoir aller faire ces travaux-là quand tu es incertain d'avoir de l'ouvrage pour 6 mois dans ton été. C'est une solution temporaire. Quand on va recommencer à couper, les gens vont avoir du travail, mais on voit une solution à travers ça que les gens pourraient adapter leur machine pour aller faire des travaux qui aident au reboisement. Sauf qu'il n'y a rien qui nous garantit ces travaux-là, puis même que si on n'a vraiment pas de travail, ça va peut-être nous obliger d'aller soumissionner sur des travaux au Lac-Saint-Jean pour faire travailler notre machinerie, alors qu'il y a des gens du Lac-Saint-Jean, puis même du Québec qui viennent faire les travaux dans notre région, à notre place. Ces pertes d'emplois dans l'industrie forestière peuvent amener de la détresse chez ceux qui vivent ces coupures. Pour faciliter l'accès aux services d'aide à la population, le CISAT a choisi de devancer la sortie de leur application Pivoter, qui donne un lien direct avec les organismes du Témiscamingue. L'application Pivoter, PIVO-T, qu'on trouve là, sur nos téléphones, sur les tablettes, c'est un répertoire des ressources d'aide qui est accessible au Témiscamingue. On trouve près de 60 ressources. Là-dedans, on trouve bien sûr les 30 environ organismes communautaires du Témiscamingue. On trouve les services du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. On trouve également les organismes communautaires qui ont une vocation régionale, alors qu'ils sont situés en Abitibi, mais qui desservent le Témiscamingue. Et on trouve toutes les lignes d'aide et de soutien qui existent au niveau national. Alors, ce qui fait là, une soixantaine de ressources. Donc, bref, peu importe la situation que vous vivez, peu importe l'aide dont vous avez besoin, il est certain que vous allez trouver la ressource qui va pouvoir vous aider, même plusieurs ressources qui vont pouvoir répondre à vos besoins. On retiendra une certaine dose de positivisme découlant de cette rencontre avec la population à Béarn. Mais malgré les pistes de solutions évoquées, le message est plutôt clair pour tous ceux qui étaient présents. On est loin d'être sortis du bois. William Maillet pour TV Témis à Béarn. Le député libéral dans Pontiac ainsi que porte-parole en matière d'agriculture et des forêts au Parti libéral du Québec, André Fortin, était de passage au Témiscamingue vendredi dernier. Nous l'avons rencontré pour avoir ses impressions sur la crise forestière que l'on vit ainsi que la gestion de l'agriculture par le gouvernement actuel de la CAQ. On voulait surtout aller prendre le pouls de la municipalité, le pouls du village, voir le niveau d'inquiétude des gens parce que c'est grave ce qu'ils sont en train de vivre, là, la perte de 275 emplois, de l'incertitude autour de leur industrie principale. C'est un village qui est mono-industriel. Là, alors, et moi, je me souviens de quand des usines ont fermé dans mon coin, dans le Pontiac. Et on dirait qu'on a perdu l'opportunité sur le coup. Puis là, tout à coup, 1 mois de fermeture est devenu 3 mois, est devenu 6 mois, est devenu des années. Puis ça, on n'a jamais vraiment repris le poil de la bête. Alors, je voulais m'assurer de passer le message qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. S'il y a un intérêt à relancer les choses, à s'assurer d'un avenir pour cette usine-là, il faut le faire tout de suite parce qu'à long terme, ça devient de plus en plus difficile. J'étais content de savoir qu'il y a vraiment du travail qui est en train de se faire, mais ça demeure très, très, très précaire et inquiétant.
Avez-vous des pistes de solutions dans ce domaine-là? Voyez-vous comment on pourrait éviter le pire? Bien, il y a deux choses. D'abord, dans le long terme, c'est certain que si on veut un avenir forestier pour des régions comme celle-ci ou comme la mienne, ça prend une révision complète du régime forestier. Là. Ce régime-là, il ne fonctionne pas. C'est pas normal que nos coûts d'approvisionnement ils sont plus chers que de l'autre côté de la rivière des Outaouais en Ontario, de l'autre côté du lac. Donc, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Maintenant, dans le court terme, pour Témiscamingue, ça prend, oui, une implication du gouvernement quand même là, pour s'assurer que si jamais on trouve repreneur, si jamais on trouve quelqu'un pour vraiment relancer cette industrie-là, cette usine-là, bien, qu'elle a l'appui incontestable du gouvernement pour vraiment rendre l'offre plus attrayante. Parce que ça devient vraiment un enjeu important ici, là, dans des villes comme Témiscamingue, au plus à l'est, Belle-Terre, qui sont des villes mono-industrielles, la foresterie. C'est vraiment important de les sauver. Là. Bien, puis quand le preneur de pâte dans une région où il y a de la forêt mixte comme ici, là, quand ça tombe, bien, c'est toutes les autres une après l'autre. Là. Moi, c'est ça qui est arrivé dans le Pontiac il y a plusieurs années et tout l'Outaouais peine à s'en remettre. Alors, votre preneur de pâte ici, là, il faut le chérir, il faut faire attention parce que les scieries en dépendent. Puis vous le savez, là, que ce soit à Béarn, que ce soit ailleurs dans la région, quand une scierie ferme, ça fait énormément mal à un village. Alors, c'est pour ça que l'écosystème forestier dépend beaucoup du preneur de pâte. Alors, il faut tout faire pour garder non seulement pour le village de Témiscamingue, mais pour l'ensemble de l'écosystème forestier de la région. Oui, c'est des cycles. Il y a des cycles dans le marché, mais on n'est pas obligé d'avoir des cycles dans les coûts d'approvisionnement des usines. On n'est pas obligé d'avoir des cycles dans la prévisibilité des usines. Ça, c'est à nous, c'est au gouvernement du Québec à mettre en place les mesures pour s'assurer qu'on a un environnement qui est intéressant, qui est stable, puis un approvisionnement qui fait en sorte que les usines peuvent investir ici en sachant qu'ils vont continuer de pouvoir avoir un approvisionnement. Je vous donne un exemple. Cette semaine, le gouvernement du Québec a dit qu'il reportait la stratégie caribou. Mais la stratégie caribou, il y en a qui voient ça comme des bâtons dans les roues de l'industrie forestière, mais il y en a qui voient ça aussi comme un outil de prévisibilité, c'est-à-dire si on sait ce que le gouvernement veut protéger comme forêt, si on sait comment ils veulent protéger le caribou, bien, ça va permettre aux industriels de savoir dans quel environnement ils opèrent puis de prendre des décisions d'investissement en conséquence. Là, ils opèrent sans savoir ce qui va se passer. Alors, c'est beaucoup plus utile pour faire un investissement de savoir dans quel environnement on va opérer. C'est ça qu'on demande au gouvernement. C'est arrêter simplement de penser aux petits gains politiques à court terme, penser à l'environnement dans lequel les gens peuvent prendre leurs décisions d'affaires puis assurer des stabilités pour leurs employés. Ici, là, l'environnement il est tellement plus complexe que ça prend des solutions qui sont élaborées régionalement, localement, par des gens qui comprennent la réalité d'ici puis qui voient comment les usines, oui, peuvent travailler ensemble, mais peuvent le faire de la façon la plus efficace possible. C'est que ce ne soit pas uniquement des mesures conjoncturelles, mais que ce soit des mesures structurelles qui soient présentées. Là, on vient compenser les producteurs pour l'énorme perte de l'an dernier, là, où vous avez vécu ici au Témis une sécheresse incroyable, où d'autres régions du Québec ont vécu des pluies diluviennes. Mais est-ce qu'on travaille sur les enjeux de fond pour s'assurer que les producteurs agricoles ont des programmes adaptés à la réalité de 2024, puis qu'ils n'auront pas à revivre ce qu'ils ont vécu l'an dernier à répétition? Nous, c'est ça qu'on demande au gouvernement, c'est régler les enjeux de la financière agricole, mettez les programmes à jour, assurer que les programmes seront bien adaptés pour la relève agricole qui a de la difficulté ces jours-ci parce qu'ils sont endettés comme c'est pas possible. Alors, oui, c'est bien, le conjoncturel, mais ça vient pas régler les problèmes structurels en agriculture. Et moi, j'ai entendu quelque chose du président de la relève agricole cet été, en fait, il y a quelques mois. Il a dit essentiellement qu'on avait un premier ministre qui était complètement désintéressé par la question de l'agriculture au Québec. C'est pas acceptable d'avoir un premier ministre qui s'intéresse pas à ça. C'est l'agriculture, pour une région comme la vôtre, pour une région comme la mienne, c'est la base de notre économie. C'est une industrie de laquelle on a besoin, puis qui nous rend fiers au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers de leur agriculture, fiers des produits qu'on peut mettre de l'avant, mais quand on perd des industries comme celle du porc au cours des dernières années, quand on perd des industries comme celle du bio, qu'on est en train de perdre en ce moment, quand on voit qu'on a des abattoirs en région qui ferment leurs portes, qui veulent vendre, c'est pas quelque chose... Disons qu'on n'est pas en train de développer l'agriculture. Moi, j'espère qu'on va avoir une réelle vision pour l'agriculture au Québec, qu'on va vraiment mettre de l'avant tous les efforts nécessaires pour que les agriculteurs sentent qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent investir, puis qu'ils ont le gouvernement derrière eux. André Fortin, député dans Pontiac, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Le Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue annonçait il y a quelques semaines le changement de nom de leur centre administratif qui devient maintenant l'édifice Luc Bergeron. On procédait la semaine dernière au dévoilement de la plaque commémorative qui orne maintenant le devant du bâtiment lors d'une cérémonie avec la famille de M. Bergeron. Nous étions sur place pour recueillir les réactions des proches du premier directeur général de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Assurément, la première chose qui me vient en tête, Will, c'est la fierté. On sait à quel point mon père s'est dévoué, comment il a travaillé fort, comment il a mis au cœur de sa vie l'éducation, entre autres. C'est sûr, le Témiscamingue en faisait... Il a toujours eu le tatouage sur le cœur. L'éducation, c'était son bébé, on va dire. Là. On va dire où c'était vraiment ce que lui adorait. C'est là où il se réalisait le plus. Et de voir tous ces efforts-là, ce dévouement-là, reconnu aujourd'hui, c'est un énorme sentiment de fierté. Puis en même temps de reconnaissance envers ces démarches-là qui ont été entreprises par le Centre de services scolaires de vouloir mettre ça de l'avant aussi. Puis peut-être, on l'espère, entreprendre quelque chose vers le futur où il y a d'autres gens qui ont travaillé fort et qui mériteraient aussi des reconnaissances. Des immeubles, on n'en manque pas au Témiscamingue. Donc, si c'est un premier pas vers quelque chose comme ça où on va reconnaître l'histoire et les efforts de d'autres personnes, je l'encourage fortement. Et ça s'est fait conjointement avec vous, cette démarche-là. Le Centre de services scolaires vous a pris vos conseils là-dedans, ils vous ont consulté? Oui, exactement. En fait, là, suite au décès de mon père, il y a 5 ans maintenant, ça avait été discuté à l'intérieur de la famille. On trouvait que ça serait une bonne idée de pouvoir peut-être justement reconnaître ces efforts-là ou ce dévouement-là, comme je le disais tantôt, que lui a fait au Témiscamingue, mais entre autres au niveau de l'éducation. Quel genre de père était Luc? Oui, le directeur général et tout dans le centre de services scolaires, mais en tant que père, quelle valeur ça se transmet, ça, pour d'avoir un père aussi haut placé et important dans le domaine de l'éducation? La première des choses, malgré tout, titre et tout ça, sa première valeur était toujours la famille. Bien sûr, ça passait aussi avec le travail, mais la famille, ses proches, ma mère, ses enfants étaient toujours au centre. Le travail, mais le travail bien fait, toujours. Je dirais qu'en termes de valeur, c'était beaucoup ça. Et c'est sûr que l'implication, l'enthousiasme, quand on fait quelque chose, on le fait, puis on le fait bien. Je te dirais que c'est dans les grosses valeurs qui ressortaient énormément, la famille en premier, le travail bien fait et l'enthousiasme, donc l'énergie associée qu'on y met. Mais en réalité, c'est un processus, on réfléchit à ça depuis plusieurs années. M. Bergeron est décédé il y a environ 5 ans et j'avais déjà des discussions avec la famille. On voulait vraiment lui rendre hommage pour la carrière qu'il a eue parce qu'il a vraiment marqué l'histoire du Témiscamingue au niveau de l'éducation. Donc, mais dans la démarche, on nous recommande au niveau de la toponymie de toujours attendre quand c'est le nom d'une personne, 3, 4, 5 ans, avant de procéder là, pour s'assurer que tout est correct. Donc, ça faisait plus de 4 ans qu'on a commencé le processus. Puis pour un édifice qui n'est pas une école, un centre administratif, c'est assez simple. On fait une consultation, puis au niveau du conseil d'administration, on a soumis l'idée, on a présenté la candidature et c'était retenu. C'était un choix facile pour nous. Oui, ça faisait unanimité à la commission scolaire de reconnaître l'apport qu'a fait M. Bergeron pour la commission scolaire. Oui, bien, en fait, qui est maintenant un centre de services scolaires, mais à l'époque où M. Bergeron était là, c'était une commission scolaire. Oui, parce que il a touché beaucoup de gens, plusieurs générations qui ont pu travailler avec lui. Ils l'ont eu parce qu'il a joué différents rôles. Hein. Il a été directeur général, il a été enseignant. Donc, plusieurs l'ont eu comme enseignant. Il a été directeur d'école, donc des plus jeunes. Il a touché d'autres générations. Donc, oui, c'était unanime. Puis c'était une marque de reconnaissance parce qu'il a été là comme fondateur de la commission scolaire à l'époque, mais aussi les gens ont été témoins de comment il s'est battu pour garder le centre de services scolaires quand il y a eu des menaces de regroupement ou de fusion avec d'autres centres de services de la région. À l'époque, on a eu je dis ça environ, il y avait environ 145 commissions scolaires et quand ils ont réduit de 145 à 72, il y en a beaucoup au Québec qui ont fusionné. Et nous, avec le travail de Luc et de ses leaders en éducation qui étaient avec lui, ils sont allés chercher les forces vives au Témiscamingue puis ils ont permis de garder le centre décisionnel.
Avez-vous utilisé aussi un peu le soutien de la famille, un peu leur point de vue pour lui rendre hommage? Vous avez dû aussi les utiliser comme conseiller là-dedans? Oui, c'est sûr. On a eu des discussions avec la famille. La plaque commémorative, on les a consultées en lien avec le texte qu'on va y retrouver. Oui, on a eu de bonnes discussions pendant tout le processus. Et pour vous, Monsieur Bergeron, ça a été... L'avez-vous côtoyé? C'est quoi avec vous? Est-ce que ça a été un peu un modèle? Comment vous le voyez? Oui, M. Bergeron, je l'ai côtoyé dès l'âge de 5 ans. En fait, quand il a été directeur général, c'est ma mère qui était sa secrétaire. Et déjà tout jeune, j'allais rejoindre ma mère à la commission scolaire. Puis lui, souvent, il s'occupait de moi en fin de journée. Puis je l'ai connu tout au long de mon processus aussi. Il m'a enseigné. Il était mon prof d'anglais en secondaire 3. Puis je l'ai connu par la suite tout au long de ma carrière. Puis même quand j'ai été nommé dans mon cheminement, moi, j'ai été enseignant, j'ai été directeur d'école, directeur des ressources humaines, directeur général. Mais j'avais souvent des discussions avec lui. Puis il y avait beaucoup de plaisir il était très généreux pour donner des recommandations, mais c'était très, de façon généreuse et non, comment je pourrais dire ça, c'était pas pour me dire quoi faire, c'était pour me dire, ben moi j'ai vécu telle chose, tu pourrais peut-être t'en inspirer, puis peut-être ça va te donner des pistes de solutions. Est-ce qu'on va se souvenir de M. Bergeron? C'est vraiment son côté pédagogique. Il se donne à 110 % pour redonner ultimement aux plus jeunes et bâtir les adultes de demain? Oui, bien, c'était un homme qui était à 100 % dans tout ce qu'il faisait, que ce soit avec sa famille, que ce soit dans les sports, au niveau culturel, dans son travail, mais il y avait toujours le souci de l'élève, de l'enfant, du développement de ses compétences. Il y avait toujours ce souci-là, le bien-être de l'élève, le bien-être de l'enfant. Comment c'était de côtoyer Luc, votre frère, dans la commission scolaire? Parce que vous avez travaillé, vous aussi, à la commission scolaire. Comment c'était? Au début de ma carrière, Luc était directeur général. C'était un peu délicat des fois parce que les décisions n'étaient pas toujours acceptées par tout l'ensemble de la population. Par contre, je voyais tantôt sur le pancarte, c'est un homme de conviction et ses convictions étaient profondes. Alors, travailler avec lui au départ, il était un peu impressionnant, on va dire, mais j'ai appris aussi à le connaître. Et comme je te disais tantôt, moi, ce que j'aime penser de lui, c'est pas seulement le titre et le poste. Il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Moi, c'était comme une personne. En tant que personne, moi et ma blonde, on était chanceux, on a beaucoup voyagé avec eux. On a fait l'Ouest 1 mois de temps ensemble. On a fait la Chine. Puis c'est pas pour montrer les voyages qu'on a fait, mais c'est pour montrer le lien qu'il y avait entre nous. Alors, c'était un dire d'eux, que ce soit au niveau sport, au baseball. Il était capitaine de l'équipe, évidemment. J'ai joué aussi avec lui. Il était un athlète quand même né, là. On a coaché ensemble du basketball. C'était un meneur d'hommes dans tous les sens, que ce soit professionnellement, mais aussi dans la vie de tous les jours, intimement. C'était quelqu'un qu'il pouvait amener un peu le positif, le meilleur de chacun. Oui, en fait, il essayait en tout cas de ressortir le meilleur de chacun. Ça a fonctionné quand même. On voit ses réalisations au niveau du Témiscamingue. Alors oui, il a bien performé. Et en termes de sport, il a bien performé, mais en termes aussi humains. Sa maison était toujours accueillante et on me mentionnait Anita tantôt, sa conjointe. C'était ouvert. Lui, moi, je dirais, lui invitait puis elle recevait. Là. C'était pas un homme de stabilité. Là. Il était vraiment fonceur dans plein des domaines. Mais comme tu viens de mentionner, moi, je veux retenir de lui, en tant que frère, au plus qu'en tant que comme mon patron, là, c'était un homme chaleureux avec qui on était à l'aise tout le temps. Les travaux du nouveau skatepark de Ville-Marie avancent à bon train. On prévoit une ouverture au courant de l'été pour ce nouvel endroit pour les adeptes de planche à roulettes. La directrice au loisir à la ville de Ville-Marie, Manon Gauthier, nous explique le projet qui coûtera entre 240 et 250 000 $. En fait, lors de la consultation publique qu'on avait faite en 2019, le skatepark ressortait beaucoup dans nos infrastructures qui étaient les plus utilisées. Puis de toute façon, on le voyait, là, il y avait des jeunes du matin au soir qui ridaient là. Puis malgré que notre skate il est très petit, c'est un 50 pieds par 50 pieds, c'est carré, c'est pas supposé être carré un skatepark, c'est très contigu. Donc les gens, il y a beaucoup de conflits d'utilisation en plein milieu du skate. Fait que pour nous, ça devenait une évidence quand on avait pris
pris la décision de refaire tout l'ensemble du parc des clubs, de relocaliser notre skatepark, puis de revoir à un plus gros skatepark qui répondrait aux besoins de notre clientèle. Fait que c'est comme ça là, qu'on a consulté les jeunes, qu'on a pris leurs besoins, les niveaux de pratique qu'ils étaient, puis qu'on a déposé un projet qu'on voit se réaliser enfin. Parce que vous avez consulté les jeunes, là, ils font partie à part entière du tout le processus de cette conception. Mais on aurait aimé encore les impliquer davantage. Honnêtement, c'était mon souhait de départ. Mais quand on rentre dans des projets aussi gros au niveau monétaire, à un moment donné, les responsabilités des villes, on a des obligations de passer par des services d'appel d'offres, etc. Puis rendu là, bien, on peut pas décider grand-chose sur changer des choses dans l'offre qui est soumise à la fin. Donc, on a consulté les jeunes en 2023 pour savoir justement qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme bloc de départ, comme saut pour prendre des vitesses, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Fait que ça a été mis dans le devis pour demander des soumissions. Et les gars de Pointe-Tangente se sont inspirés des réponses des jeunes pour concevoir ce qu'on a aujourd'hui. Fait que là, on va les impliquer davantage pour la journée d'ouverture, pour l'ouverture officielle. Fait qu'on avait hâte de les rencontrer et d'avoir leur feedback aujourd'hui. Fait que c'était important ce soir de les voir là, pour ça. Parce que c'est un gros investissement. Est-ce que c'est un peu une pièce maîtresse, le futur skatepark, de tout le réaménagement du parc des clubs? Mais en fait, bien que ce soit un gros skatepark, c'est quand même c'est pas la pièce maîtresse. Ça va être... Au niveau du look, ça va avoir vraiment peut-être un... Je sais pas comment le dire. Ça va taper l'œil, ça va être grand, ça va prendre beaucoup de place. Oui, puis ça va être imposant, tu sais, à l'œil. Mais, tu sais, au niveau du budget, on parle d'un budget de 240 250 000 au total. Par rapport à tout notre budget dans l'ensemble du parc, là, on a une subvention de quelques millions de dollars là, du ministère de l'Éducation pour réaliser ça. Donc, c'est une petite partie de notre projet, de notre grand projet d'ensemble qu'on va réaliser d'ici 2028 au final. Mais ça va être imposant, puis j'espère que les jeunes vont l'apprécier. Et l'ouverture, on prévoit ça pour quand? J'aimerais donner une date officielle, on va dire fin juillet, parce que les gars de Pointe-Tangente vont quitter le chantier vers le 20 juillet, mais il va rester de l'aménagement à faire. Mais évidemment qu'il va rester du gazon à pousser, etc., des bancs à poser. Fait que ça ne sera pas comme final comme aménagement, ça va être plus l'année prochaine, mais on va l'ouvrir quand même cet été. Là. Fait qu'on peut penser fin juillet que ça va être que les gens d'ici vont avoir une invitation à participer. Ici, notre conception, notre mandat était de faire quelque chose qui était de débutant à intermédiaire en majeure partie, ce qu'on a fait, mais il y a aussi place à des experts et des niveaux avancés. Les jeunes vont pouvoir s'adapter et évoluer dans cette installation-là. Puis c'est un peu notre but, c'est de pas de faire des trucs qui sont trop simples aussi, puis qui offrent un peu de latitude pour évoluer. Vous aurez évidemment aperçu la tonne de chenilles qui se promène en région dans les dernières semaines. La situation était particulièrement observable entre Rouyn-Noranda et le Témiscamingue, où la route débordait de chenilles. Pour nous donner quelques détails sur cette épidémie de la livrée des forêts, j'ai rencontré le technicien en protection des forêts, Christian Bellil. Christian, dans les dernières semaines, un peu tout le monde l'a vu, la livrée des forêts a fait son apparition pour cette année. Qu'est-ce qui explique cette épidémie-là qui revient de façon cyclique? Pourquoi on en a autant là, cette année? Oui, bien, c'est comme tu le disais, c'est des épidémies qui sont cycliques, qui reviennent à peu près aux 10 ans. Et puis, les populations étaient un petit peu en augmentation depuis les dernières années. Depuis 2-3 ans, on voyait en forêt publique un petit peu plus de livrées, de plus en plus à chaque année. Puis là, cette année, il y avait un paquet de facteurs qui peuvent contribuer à ça. Donc, les conditions météo, peut-être les hivers plus doux pourraient favoriser un peu une meilleure survie des œufs de la livrée des forêts sur les arbres, parce que les œufs de la livrée des forêts passent l'hiver sur les branches des arbres. Des prédateurs en moins grande quantité. Puis, comme je disais un petit peu, vu que les populations sont en augmentation depuis quelques années, elles augmentent et puis on arrive à, disons, un sommet. Et puis là, les gens voient l'ampleur de l'épidémie là, cette année. Un petit peu plus que les autres années, malgré qu'il y en avait aussi les dernières années. La livrée est toujours présente dans les forêts. Est-ce qu'on peut en voir parfois beaucoup vers les solages des maisons? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ils s'attaquent à certaines régions plus que d'autres? Bien, en Abitibi-Témiscamingue,
On a beaucoup de peupliers faux-trembles. C'est une espèce d'arbre qu'on a en abondance partout en région. Et puis, c'est l'hôte préféré de la livrée des forêts. Donc, ça l'explique un petit peu pourquoi on les voit en si grosse quantité. Leur hôte préféré, on en a en très grande quantité. Donc, la livrée est présente en masse. Quand on voit vraiment, là, c'est des abondances de chenilles un peu partout sur le bord des maisons. C'est une fois que les chenilles ont défolié un arbre complètement, là, elles descendent de l'arbre et puis elles se déplacent pour aller chercher un autre arbre pour se nourrir, dans le fond. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup à la base des maisons, parce qu'ils sont à la quête constante d'un peu de nourriture. Exactement. Elles se déplacent puis elles cherchent un nouvel hôte à infester pour manger le feuillage et puis continuer leur cycle évolutif. Mais cette année, je dirais que ici, là où on se trouve, Notre-Dame-du-Nord, le Témiscamingue, dans le coin de Secteur S, La Tulipe, jusqu'aux quatre coins de l'Abitibi, Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda et La Sarre, il y en a beaucoup, et même jusque dans le nord du Québec, Val-Paradis, Villebois, Nord-Métal, c'est des régions, c'est des secteurs où il y en a beaucoup cette année. Là. Quand il y a beaucoup d'arbres, on est accolé à la forêt publique un peu partout, donc les chenilles sont là. Il n'y a pas grand-chose à faire pour des arbres disons, des peuplements forestiers. Pour des arbres ornementaux, bien là, il peut y avoir des traitements qui peuvent être appliqués pour les propriétaires qui voudraient protéger leurs arbres ornementaux. Mais on est à petite échelle et puis il y a différentes méthodes là, pour combattre la chenille. Les gens pourraient faire quelques recherches. Donc, sur le site web du ministère des Forêts, on donne des exemples de trucs et de façons de combattre la chenille pour préserver le feuillage de nos arbres. Et cette année, est-ce que ça l'achève, là? Finalement, on va arrêter d'en voir des chenilles un peu partout. Est-ce que dans les prochaines semaines, ça va arrêter? Oui, écoutez, je pense qu'on est vraiment dans les dernières phases de l'épidémie en mode chenille. Là, les chenilles vont commencer à se transformer en cocon. Il va y avoir un petit épisode là, de papillons de nuit de la livrée des forêts dans les prochaines semaines. Et puis, après ça, les papillons, on ne les verra plus. Ils vont pondre leurs œufs. Comme je disais tantôt, et les œufs vont être accrochés aux branches jusqu'au printemps prochain. Et il y a aussi une autre chenille, la tordeuse d'épinette, elle qui semble... Elle commence un peu plus tard, elle arrive un peu plus tard. Comment elle affecte les arbres? La tordeuse des bourgeons de l'épinette, elle affecte surtout le sapin et l'épinette blanche. Mais oui, elle arrive, son cycle évolutif est un petit peu décalé par rapport à la livrée des forêts. Elle est synchronisée avec les nouvelles pousses des sapins baumiers en particulier. Puis, même chose, là, il y en a encore en abondance là, en Abitibi-Témiscamingue. L'épidémie, on est en mode épidémie depuis plusieurs années ici. Là. Avec toutes ces chenilles-là qui sont présentes cette année, est-ce qu'on va avoir une multiplication aussi de ceux qui mangent, ces chenilles-là? Est-ce qu'on va avoir plus de mouches, d'autres prédateurs? Bien, un des principaux prédateurs de la livrée des forêts, c'est la mouche sarcophage. Et puis, oui, théoriquement, là, dans les prochaines semaines, on devrait voir une abondance plus importante, disons, de la mouche sarcophage là, qui s'attaque directement à la livrée des forêts. Donc, oui, il y a certains prédateurs, des guêpes aussi, guêpes parasites, qui pourraient être un petit peu plus en nombre, mais tout ça, c'est cyclique un peu. Là. Alors, ceux qui ont beaucoup de chenilles chez eux peuvent s'attendre à avoir plus de mouches d'ici quelques semaines? Ça peut être une des conséquences là, de l'épidémie de livrée. Là. Ceux qui sont beaucoup dans les chenilles vont peut-être avoir plus de mouches sarcophages dans leur secteur. Hey, merci beaucoup, Christian. Bien, ça fait plaisir. La municipalité de Notre-Dame-du-Nord a inauguré en fin de semaine un nouveau parc de jeux d'eau. Situé juste à côté du pavillon Tête-du-Lac, cette nouvelle attraction a comme objectif d'ajouter de la vie dans le village. Monsieur le maire, Nico Gervais, nous a présenté vendredi dernier le nouvel investissement du village. Ça a été une volonté citoyenne. On avait fait, il y a quelques années, un sondage auprès de la population. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans leur village? Puis le parc de jeux d'eau est revenu souvent. Fait qu'on a décidé de prendre ce projet-là en main puis d'aller chercher des subventions reliées à ça puis de l'effectuer. On parle d'une enveloppe de combien? Est-ce que c'est un gros montant de la municipalité? Dans le fond, le projet total a coûté 180 000 $. Mais heureusement, notre cher directeur général, qui aime beaucoup chercher des subventions, a trouvé 80 000 $ auprès du ministère de l'Éducation et un autre 30 000 $ au volet FRR, volet 2,
à la MRC. Là, il y a un peu de l'argent de la MRC, un peu d'argent de la municipalité. Est-ce qu'il y a des commanditaires là-dedans aussi pour aller chercher tout ce gros montant? Oui, on a des commanditaires comme Pascal Goupé Électrique, les Maisons Champoux, Transport des Barrettes et Construction Gérard. Et jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui semblaient excités à cette inauguration qui va avoir lieu en fin de semaine. Ça va faire le bonheur des plus petits des plus grands. Oui, puis on voulait le faire la semaine passée, mais vu la température, on a décidé de remettre ça à demain. Demain, dès 11 h. Écoute, on attend la super belle température. Tout le monde est bienvenu. On va avoir des hot dogs, de l'eau, certaines surprises pour les plus petits et les plus grands. Et ces jeux d'eau-là vont être ouverts tous les jours de la semaine. De quelle heure à quelle heure? Est-ce qu'on va pouvoir y avoir accès 24 heures sur 24? Non, malheureusement, il va y avoir une certaine fenêtre. On parle de 9 h le matin à 8 h 30 le soir, parce qu'il faut quand même garder la quiétude pour les personnes âgées là, en entour, et puis le Phare du Nord. Fait que je pense que 8 h 30, c'est une belle heure pour la fermeture. Et ça va être ouvert jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de neige? Est-ce qu'on a des estimations? Est-ce qu'on va savoir jusqu'à quand? Vers le retour des classes, après ça, ça devrait... On va regarder avec la température, mais au retour des classes, d'après moi, là, ça va être... on va fermer les jeux. Merci, Nico. Semaine plutôt tranquille du côté du culturel au Témiscamingue. On se remet encore du passage d'Exhibit à Wenoway jeudi dernier, qui a fait vibrer l'école Amo-Ososwan. Le rappeur américain a rempli le gymnase de l'école lors de son spectacle qui a duré un peu moins de 90 minutes avec sa première partie, le rappeur Demrick. Exhibit dit avoir apprécié son passage dans la communauté de l'Est témiscamien, ainsi que d'avoir pu passer un message de motivation aux jeunes du village. Au cinéma du Rift, on présente le film de science-fiction Le Royaume de la planète des singes. Le film, d'une durée de 2 h 25 minutes, sera diffusé vendredi, samedi ainsi que mercredi prochain à 19 h 30. Au sport, cette semaine au Témiscamingue, les Pirates de Ville-Marie ont annoncé le retour de l'attaquant petit format de l'équipe, Alec Grenier. Il a connu une bonne première saison, ce qui lui a valu une invitation au match des étoiles des recrues. Pour les résultats de la dernière semaine dans la Ligue de softball du Témiscamingue, mercredi, les Expos et les Bucks ont remporté chacun un match de leur programme double. Jeudi soir, les Mikinacs et les Little Dippers ont tous les deux remporté leur match 1-0 face au SC Navin. Lundi, les Expos ont gagné les 2 matchs face à CFR et les Bucks ont joué le même tour à l'équipe de Rénovation H. Godette. Rénovation FLD ont également battu les Mikinacs 8-5. Pour terminer, les Warriors ont gagné contre CFR 14-3 mardi. À la météo, la température va heureusement se rafraîchir pour le restant de la semaine. Après les chaleurs intenses de lundi, mardi et mercredi, jeudi, on prévoit plutôt un maximum de 25 degrés pour l'ensemble du Témiscamingue. La fin de semaine sera pluvieuse, alors que samedi, on prévoit 24 degrés en après-midi pour tout le secteur. C'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie encore une fois de nous avoir choisis cette semaine. Et en terminant, on vous invite à faire un tour aux différentes festivités de la Fête nationale qui prendront place dimanche. Que ce soit à La Force, Témiscamingue, Béarn ou Lorrainville, un village près de chez vous organise assurément des célébrations ce dimanche. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.